Oui, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on entend très bien. Ok. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre invitation à partager ce moment important pour votre université qui est l'ouverture d'un Learning Center. Les interlocuteurs précédents ont déjà bien posé la table sur le contexte d'évolution dans lequel vous vous situez. Alors c'est vrai que dans la présentation, il y a des choses que j'avais également envisagé de revenir là-dessus. Donc il y a des slides sur lesquels je passerai très vite pour revenir plus profondément, si je puis dire, sur la question des infrastructures. Alors, et puis bon, ce que je vous annonce aussi, c'est que si vous souhaitez cette présentation, bien sûr, elle vous sera envoyée avec plaisir. Juste pour dire un petit peu, pour me situer, si vous voulez, moi je suis donc titulaire d'une chaire de pédagogie, une chaire de leadership en pédagogie de l'enseignement supérieur, et sans forcément tout lire ce que vous avez sous les yeux, la dernière phrase est importante, c'est-à-dire que l'un de mes mandats est de contribuer à réenchanter l'acte pédagogique et à redévelopper du plaisir dans l'acte d'enseigner et d'apprendre. Si je le dis en introduction, c'est pour que vous compreniez bien également pourquoi je m'intéresse à ces questions-là et comment dire, avec quelle perspective et quelle valeur éducative. Ce que je vous propose dans la trentaine de minutes qui m'est offerte pour partager avec vous, bon, c'est de revenir sur quelques repères, de revenir aussi, bon, les choses ont été dites sur la structuration de l'espace, et je veux dire de passer assez rapidement sur ces questions-là pour, je veux dire, comprendre en quoi et comment les caractéristiques numériques d'aujourd'hui, je veux dire, peuvent nous aider à comprendre, à revisiter et à, comment dire, penser le design spatial au regard du design pédagogique et également des intentions et des valeurs pédagogiques que nous pouvons porter. Dans cette toute première partie, c'est vrai que les architectures aujourd'hui offrent un ensemble de possibles. Alors j'ai pris la photo comme je n'ai jamais vu l'antenne de, en tout cas à Charleroi, donc j'imagine que c'est la bonne. Hein, vous me confirmerez, sinon vous pourrez la supprimer. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des potentiels insoupçonnés dans les architectures, même si on pense que les locaux sont un peu vieux. Et c'est vrai qu'il y a parfois un petit peu d'imagination, mais qui est très productive pour organiser différemment ces espaces, avec cependant un enjeu dans le contexte des bâtiments qui peuvent être ce type de bâtiments où il faut conserver leur historicité, etc. C'est de s'affranchir parfois de la forte tendance qu'il y a à reconfigurer ces espaces uniquement sous l'angle des aspects sécuritaires et des aspects, je veux dire, liés, aux contraintes immobilières. Et c'est vrai que l'enjeu, c'est d'essayer d'identifier toutes les potentialités. Identifier les potentialités pour permettre donc aux étudiantes et aux étudiants qui, apparemment, ça doit être des étudiants de chez vous, puisque je me suis permis d'aller chercher ça sur votre site, de trouver des conditions qui correspondent peut-être, en tout cas au mieux, à l'évolution de leurs attentes et de leurs pratiques. Parce que, comme vous l'avez dit, et cette photo ne se retrouvera pas sur Facebook, rassurez-vous, hein, je ne pratique pas cela. Mais c'est vrai, comme ça a été dit, c'est quand même majoritairement, il ne faut pas oublier que si nous sommes tous là aujourd'hui, c'est qu'il y a un système qui, malgré tout, convient à un grand nombre de personnes, qui est ce système qui, bien sûr, était présent dans les théâtres grecs, mais également quand on consulte les données issues des fouilles sumériennes, eh bien, on retrouve exactement ces mêmes reconfigurations, c'est-à-dire ces configurations qu'on appelle ces configurations autobus, où, comme dans un autobus, il y a un chauffeur qui est l'enseignant, l'enseignante, le professeur, la professeure, et puis en fonction de la localisation dans les rangs en avant ou dans les rangs en arrière, il y a plus ou moins de concentration versus plus ou moins de chahut ou plus ou moins d'attention de regarder par la fenêtre. Alors, je ne dis pas que ceux qui sont à l'arrière de la salle voudraient déjà partir, mais en tout cas, c'est juste pour revenir sur également ces configurations qui nous ont construites et pas tout jeter, on ne va pas non plus jeter tout et l'eau du bain, et avoir, à mon sens, un bon recul par rapport à ce nouvel engouement autour des espaces.
C'est vrai que cet engouement, je veux dire, a plusieurs origines. Il y a bien sûr l'origine qui vient du monde industriel et notamment, enfin, plus exactement du tertiaire, où des grandes entreprises, notamment les fameuses entreprises du GAFA, Google, etc., ont développé dans leur modèle de management ces espaces ouverts pour libérer la créativité. Bon, bien sûr qu'il y a des idées qui sont intéressantes derrière cela. C'est vrai que la question des learning centers, en tout cas telle qu'elle est portée, par exemple en France, elle est portée dans une vocation qui est comment donner un second souffle aux bibliothèques. L'idée, c'est bien en gros, quand même de savoir, mais pourquoi on parle de ces espaces aujourd'hui, alors que, je veux dire, il y a une dizaine d'années, je veux dire, c'était pas le sujet. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Alors, il se cache, entre autres, une préoccupation qui vise à accompagner l'évolution des pratiques. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de guides qui sont présents, qui ont été, je veux dire, faits ces 3 dernières années, qui sont des guides qui se veulent des guides pour l'action et de repenser, en gros, comment dire, la reconfiguration de ces pratiques. Mais je pense qu'avant de penser la reconfiguration des pratiques, il est important aussi de resituer un local, non pas pour le lieu qu'il représente, mais pour sa participation à ce qu'on appelle, je veux dire, dans le champ de la psychologie de l'espace, je veux dire, cet espace vécu. C'est vrai que reconfigurer des espaces aujourd'hui, c'est pas forcément le faire dans une pensée où on va reconfigurer à l'unité, mais essayer de penser les espaces dans leur articulation, dans leur complémentarité, et je vais revenir dans quelques instants là-dessus. L'espace, c'est vrai qu'il a une dimension performative. Hein. Je vous présente là la salle qui est en fait le premier MOOC français, qui date de la fin du XVIIIe, c'est-à-dire que cette salle a été faite pour accueillir la population parisienne et offrir gratuitement aux Parisiens des cours de dessin. Avec bien sûr ici une configuration très ecclésiastique, voire très théologique, hein, avec les mêmes configurations que l'on retrouve dans les amphithéâtres encore aujourd'hui. Alors c'est vrai que quand on interroge des enseignants, tout le monde est d'accord pour dire oui, l'espace quand même, ça habilite à la fois ma pratique, ça l'organise, ça la contraint, mais parfois ça me freine aussi. Là, c'est quelques éléments qui ont été, questions qui étaient posées à des enseignants de la faculté de droit ici à l'université Laval. Et c'est vrai que toutes les configurations, quand on les voit un petit peu du ciel, comme celle-ci que je vous présente, donnent à comprendre assez facilement qu'il ne se passe pas la même chose sur la configuration qui est en haut à droite ou la configuration qui est la quatrième en bas en partant de la gauche. C'est-à-dire qu'on voit bien que ces configurations spatiales, ont des degrés, si on parlait un petit peu de psychologie, d'ergonomie, d'affordance, c'est-à-dire d'organisation, de prescription. Et c'est vrai que dans ces différents espaces se passent et se déroulent des actions d'enseignement et d'apprentissage qui ne sont pas forcément dans les dynamiques souhaitées. Et peut-être que de ce constat-là, je veux dire, est née cette préoccupation, somme toute récente, de repenser les configurations pour dynamiser, engager les étudiants pour être davantage acteurs dans le processus d'apprentissage. Donc, dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est vrai que on a souvent la tendance, et c'est tout à fait naturel, de dire que les caractéristiques numériques des jeunes amènent aussi à repenser les pratiques d'apprentissage, de formation. Bien sûr, et on sait très bien qu'on n'apprend pas uniquement dans des espaces scolaires, dans des espaces universitaires, et je veux dire, certains étudiants sont même à déclarer quand on essaye de voir avec eux le pourcentage de temps consacré à l'apprentissage en lien avec les espaces, bien on est dans une forme de rapport 80-20, c'est-à-dire que 80% des activités se font en dehors d'une institution dite éducative. Et c'est vrai que la prégnance du numérique aujourd'hui, à travers l'accessibilité à des contenus, la continuité de l'accès, puis également cette porosité entre les mondes aujourd'hui, c'est-à-dire que une activité n'est plus liée forcément à un espace physique, eh bien ça amène à repenser les espaces et se dire, mais au fond, qu'est-ce que l'on veut mettre en place aujourd'hui et comment penser ces espaces? Comment penser ces espaces également tenant compte de l'évolution des publics? C'est vrai que aujourd'hui, dans cette connectivité, Julien explique aussi que les attentes
comment dire, peuvent être diversifiés, mais pas que pour ça. Lorsque l'on fait des enquêtes sur ce qu'attendent les étudiants, un grand nombre déclarent rechercher des postures plus actives, des challenges, des défis dans lesquels nous, enseignants, on va pouvoir les engager. Et puis, c'est vrai, il y a cette idée que les étudiants d'aujourd'hui seraient plus pluritâches. Là-dessus, il y a des choses sur lesquelles on pourrait revenir et discuter, en tout cas, sans être forcément pluritâche, c'est-à-dire de faire plein de choses en même temps, mais plutôt de faire des fragments de tâches les unes à côté des autres. Et ça questionne aussi, notamment sur l'influence de la considération spatiale sur leur concentration. Je reviendrai là-dessus. Et c'est vrai, bon, pour revenir, à la fois les technologies qui s'allègent donnent accès, je veux dire, à des services de plus en plus facilement. Et c'est vrai que ça permet aussi de délocaliser des activités de formation et d'apprentissage, sachant qu'également le développement de la formation à distance, tel que vous le faites également de votre côté, développe de la flexibilité et interroge de fait aussi la configuration spatiale. Par exemple, comment aujourd'hui penser un espace dans lequel, je veux dire, le cours va se donner à la fois en présence, mais et à la fois accueillir des étudiants à distance. Donc tout un ensemble de questions qui amènent peut-être à non pas je veux dire, inventer des nouveaux paradigmes pédagogiques tels que ça a été dit tout à l'heure. Hein. Je suis bien d'accord avec ça, de dire mais comment aujourd'hui repenser des pratiques et peut-être revenir aussi à des fondements de l'apprentissage dans ce contexte-là et veiller aussi à lutter contre des mythes, le mythe de la génération Z, de la petite poussette, etc. Parce qu'au fond, chez les étudiants, et on le voit quand on les interroge, qu'est-ce qu'ils viennent faire dans nos établissements, c'est obtenir un diplôme. Et je veux dire, quand bien même on voudrait avoir pour eux des pensées ou des visions d'émancipation, au fond, la norme, je veux dire, académique que représentent nos établissements fait qu'ils viennent pour ça et pas forcément pour autre chose. Donc, soyons vigilants. Mais soyons vigilants aussi à l'évolution de certaines caractéristiques des étudiants. C'est vrai que de plus en plus, au-delà de la massification, il y a des singularités qui ne sont pas forcément minimes qui apparaissent, en tout cas qui sont reconnues plus qu'elles n'apparaissent. C'est par exemple tout ce qui est lié aux troubles de l'attention, de la dyslexie, de la dyspraxie, etc. Mais également ces notions de détresse psychologique qui, somme toute, ces dimensions psychologiques amènent aussi à s'interroger sur l'impact, ou en tout cas sur les reconfigurations spatiales, posant l'hypothèse que les espaces, et à travers les pratiques qu'elles peuvent accueillir, peuvent aussi contribuer à une gestion de ces formes de détresse. Pas que, bien entendu. Aujourd'hui, et dans le contexte de l'enseignement supérieur, les étudiants apprennent donc dans différents lieux, des lieux formels, des lieux informels. Et aujourd'hui, quand on regarde un petit peu la répartition des activités d'apprentissage des étudiants, eh bien, il y a à la fois dans le monde institutionnel, dans les établissements, les restaurants, les bibliothèques, mais également dans ce qu'on appelle les tiers-lieux, les restaurants, les bibliothèques à l'extérieur, à domicile et chez les autres. Et c'est vrai que penser des espaces aujourd'hui, c'est, les penser dans ces complémentarités et essayer de voir en quoi et comment ces espaces peuvent répondre à la fois aux activités pédagogiques, mais également aux conditions et au climat et à l'ambiance qui sont recherchées par les étudiants dans ces lieux. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des formes de concurrence pour des activités de formation et d'apprentissage dès lors qu'elles ne sont plus en face-à-face pédagogique, entre, par exemple, des lieux de bibliothèque dans lesquels on ne peut pas parler, et puis des tiers-lieux de type... Alors, je vais nommer des choses, de type Starbucks, Second Cup, etc., qui, proposent, des ambiances qui semblent rejoindre à certains moments de leur parcours, à certains types d'étudiants. Là, je vais aller vite parce que je vois le temps qui passe. Juste quelques informations là avant d'en rentrer dans le design spatial. Par rapport à une étude que j'ai conduite et à laquelle ont répondu 3853 étudiants, on essayait de voir un peu comment les étudiants répartissaient leurs activités d'apprentissage dans les différents lieux. Et c'est vrai que c'est quand même intéressant de voir que penser des lieux, c'est aussi penser des lieux en fonction des types d'activités.
D'accord? C'est-à-dire que là, c'est une répartition qui montre, par exemple, ce que les étudiants font à l'intérieur de l'institution, ce qu'ils font à l'extérieur. Donc, ce qui est en rouge, c'est à l'extérieur. Et ça montre explicitement que pour la plupart des activités, sauf le travail de groupe, ça se fait surtout à l'extérieur. Bien sûr, la recherche documentaire et le travail de groupe, c'est à peu près équilibré. Mais ça veut dire derrière ça, qu'est-ce qui fait par exemple que les étudiants aujourd'hui vont réviser ailleurs? Qu'est-ce qui fait que la préparation de l'oral se fait ailleurs? Tout ça, c'est sur des questions auxquelles comment dire, les reconfigurations spatiales au sein des institutions, je veux dire, peuvent apporter des éléments de réponse. Ça peut être important de se dire, mais pourquoi, au fond, certaines activités se font à l'extérieur? Est-ce que c'est une question de temporalité ou est-ce que c'est une question de spatialité? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des activités qui se font davantage à des horaires où l'institution est fermée, ou bien est-ce que les conditions que l'on propose ne correspondent pas à ce qui est attendu par les étudiants? Bon, on a plein de données comme ça. Alors, c'est vrai, je me suis intéressé dans tout ce travail-là sur les reconfigurations spatiales, au fond, à certains critères qui peuvent expliciter, je veux dire, le choix d'espace. Eh bien, je veux dire, pour un certain nombre d'étudiants et en fonction de certaines activités, mais là, je n'irai pas dans le détail, le calme est une dimension importante pour le choix d'espace. C'est pour ça que lorsque l'on dit, oui, les bibliothèques, c'est vrai qu'on ne peut pas parler dans les bibliothèques, etc. Mais il faut voir aussi que par rapport à certains domaines disciplinaires, qu'à certains moments du cursus de formation, les étudiants ont besoin de calme. On le retrouve par exemple, le besoin de calme augmente au fur et à mesure que l'on s'approche des périodes d'examen. Et c'est vrai qu'il y a ces éléments-là qui sont à prendre en compte. D'autres éléments, je ne vais pas tous les citer, mais par exemple le fait que les étudiants vont se sentir dans un espace dans lequel il y a une ambiance studieuse, qui n'est pas forcément un calme, c'est-à-dire 0 décibels, mais dans une ambiance dans laquelle, je veux dire, ils vont retrouver d'autres étudiants. Et puis, cette question de bien-être aussi dans les lieux est importante, et c'est pour ça que, je veux dire, aujourd'hui, la manière dont on repense les espaces, eh bien, va nous conduire aussi à se dire, mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir du bien-être, du plaisir dans un espace, au-delà, je veux dire, des chaises à roulettes, au-delà de ces choses-là. Et puis, bien entendu, je veux dire, les habitudes ne se défont pas aussi facilement, et c'est vrai que parfois, je veux dire, des choix d'espace se font par habitude, mais cette habitude-là, elle peut s'expliquer aussi par le fait que tel ou tel espace, eh bien, est justement dans l'espace vécu de l'étudiant, et c'est sur sa trajectoire de vie qui articule à la fois sa vie d'étudiant, sa vie de professionnel, s'il travaille, sa vie familiale, et que la localisation, la géolocalisation des espaces a un rôle important aussi si on veut, faire en sorte que les étudiants déplacent leurs habitudes. Donc tout un ensemble d'éléments qui contribuent à la détermination des choix des lieux par les étudiants. Donc là, je fais un petit extrait d'un certain nombre de dimensions. Je ne vais pas revenir dans le détail, sauf pour dire, dans ce qui est en bleu clair en haut à droite de l'acétate du slide qui est sous vos yeux, eh bien en fait, l'un des critères de choix lorsque les étudiants ont le choix pour aller vers un espace plus un espace qu'un autre, c'est la socialisation. Aujourd'hui, ce que nous disent les étudiants, c'est que nous, ce que l'on veut en tant qu'étudiants, c'est être dans un sentiment d'appartenance à une communauté, quand bien même je ne vais pas dans ce lieu-là pour discuter. C'est pour ça que là, vous avez deux déclinaisons de cette forme de socialisation. À la fois la socialisation active, c'est-à-dire que je vais rechercher un lieu qui va me permettre de discuter, d'échanger, mais je vais aussi rechercher des lieux dans lesquels je vais pouvoir vivre une coprésence passive. On va pouvoir, cette coprésence passive, je veux dire, rejoint le désir d'étudiants de se sentir, je veux dire, appartenir à un groupe social, mais aussi, et on observe ça, je veux dire, assez fréquemment, de se dire, je suis dans un lieu, par exemple, il y a des lieux ici, bon, nous, sur le campus, là où je suis, à Laval, où il y a 200 étudiants qui peuvent être dans des grands espaces. Et parfois, on voit un étudiant se lever, alors qu'il n'y a pas de bruit, etc. Et en fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de regarder dans cet espace-là s'il n'y a pas un autre étudiant qui est dans son cours et qui va lui permettre d'apporter des éléments par rapport à un problème qu'il rencontre. Donc c'est ce qui est exprimé à travers cette dimension de coprésence passive. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de composantes qui sont visées et attendues par les étudiants. Les questions d'ambiance, si on regarde en bas à gauche, les questions sonores, les questions de lumière sur lesquelles je vais revenir. Et donc,
C'est vrai que dans ce contexte-là, je veux dire, on peut se poser la question de comment penser le design pédagogique en lien avec le design spatial. Et c'est vrai que donc ici à l'université Laval, c'est quelque chose qui est engagé depuis longtemps et qui nous a permis, par exemple, de passer, je veux dire, de ce type d'organisation à celle-ci au sein d'un même bâtiment. Alors derrière ça, au fond, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on passe de l'un à l'autre? C'est pas qu'une question de couleur, c'est pas qu'une question de lumière. C'est en fait au départ l'idée, c'est de revenir sur des principes de l'apprendre. Je ne veux pas revenir dans le détail de tout cela, mais juste pour dire que la position que je défends aujourd'hui, que je partage avec vous, c'est de se dire que reconfigurer des espaces, mais c'est en fait avant tout des espaces qui doivent servir à l'acte d'enseigner et d'apprendre. Donc, des choses ont été dites dans la conférence précédente, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il me semble important tout départ de bien, clarifier ces éléments-là. OK? Et de revenir à cette fameuse triangulation qui est au fond de se dire mais comment l'espace peut soutenir la pédagogie, bien sûr, comment ça peut encourager d'autres formes, comment la technologie aussi contribue à cela. Et c'est vrai que il est aujourd'hui intéressant de penser ces trois dimensions en interaction, et puis je vais prendre un exemple pour illustrer ça. Et c'est vrai que toute l'idée derrière cette démarche-là, et puis ce propos et ma posture, c'est toujours de partir de l'intention pédagogique, de dire mais pourquoi je cherche à faire des choses. C'est pas uniquement parce que je l'ai vu ailleurs dans le cadre d'un congrès, dans le cadre d'une visite d'un autre établissement. Et je pense qu'il y a aujourd'hui, entre autres, à lutter sur ce syndrome du vu ailleurs au sein des différents établissements. Les technologies, c'est vrai que les technologies, dans ce contexte-là, elles vont nous permettre de faire tout un ensemble de choses. On va y revenir rapidement. Mais c'est vrai que tout ça est dans la démarche de reconfiguration, c'est de se dire, mais qu'est-ce que je vais... Pourquoi je vais choisir telle et telle technologie? Pourquoi je vais dire, tiens, on va faire des grands écrans, pas des grands écrans, on va faire... etc. Eh bien, la proposition qui est faite ici, c'est de se dire, mais en quoi, au fond, toujours se dire, mais en quoi, par exemple, ça va servir l'engagement et l'implication de l'étudiant, des étudiants? En quoi, par exemple, les technologies vont supporter l'affiliation et le sentiment d'appartenance qui est très important dans la réussite scolaire et académique? Pourquoi et comment, je veux dire, le choix des technologies, mais même plus globalement de la reconfiguration spatiale, va développer le plaisir d'apprendre, le climat, le bien-être et la confiance. Et comment également tous ces choix-là vont contribuer aux dynamiques d'autonomisation, d'autorégulation, etc. Et comment aussi, je veux dire, les choix qui vont être faits vont pouvoir maintenir une flexibilité organisationnelle. Car là, c'est un enjeu qui est très très important aussi dans les reconfigurations, c'est de faire en sorte que ces configurations soient flexibles à la fois dans le temps et dans l'espace. L'idée derrière ça, au fond, c'est de passer, je veux dire, de l'amphithéâtre, je veux dire, où une scène, un show est donné, à cette notion d'environnement d'apprentissage capacitant, c'est-à-dire qui est à la fois pour l'enseignant et l'étudiant, je veux dire, réunit des potentiels de réalisation de formules pédagogiques complémentaires et qui rejoignent à la fois les objectifs et qui rejoignent aussi les façons d'apprendre. D'un point de vue plus pragmatique, c'est vrai que pour penser les espaces, on a un certain nombre d'outils à notre disposition que je vous laisse choisir ici. Et avant ces outils qui vont nous permettre de configurer tout un ensemble de lieux. Et c'est vrai qu'on a peut-être aujourd'hui aussi, quand on pense à la reconfiguration des espaces au niveau des équipes, que ce soit en sein d'équipes pédagogiques, avec les conseillers pédagogiques, avec les responsables des immeubles, du patrimoine, de développer aussi une culture commune de l'ensemble de la diversité, je veux dire, des formats spatiaux qui peuvent exister. Alors, je ne vais pas revenir dans le détail là. Et pour chacun de ces formats-là, ensuite, de développer une approche qui est de se dire, si je commence par la bulle en bas à droite, mais au fond, quelles sont les pratiques pédagogiques que je veux développer à l'intérieur de ces espaces? Quelle est la place des technologies et comment, je veux dire, ces espaces-là vont rejoindre à la fois les enseignants et les étudiants dans un climat et un bien-être qui va prendre en compte à la fois du confort sonore, du confort visuel, du confort également plus global de bien-être et de tout ce qui participe au bien-être. Alors, c'est vrai que je vais un peu vite parce qu'il reste 7 minutes, mais c'est vrai que quand on va poser la question on va reconfigurer un espace, ça commence toujours par un local. Je suppose que dans votre cas aussi, vous êtes dit, mais où est-ce qu'on va installer ce Learning Center, ou ce Learning Lab? Est-ce que je le fais là? Bon, c'est toujours cette question.
tiens, il y a une salle de libre, est-ce que je le fais là? La question qu'on peut se poser, mais au fond, est-ce que ce choix qui paraît un peu naturel, est-ce que c'est le bon choix? Est-ce qu'on a compris au départ comment fonctionnaient les usagers de ce bâtiment? Tiens, on peut se dire, ah ben ça pourrait être là. Ah ben non, tiens, au fond, ça pourrait peut-être là-haut. Et pourquoi ça peut être là-haut? Ben peut-être parce que, au fond, la salle ou le local sur lequel on projette de travailler, eh bien, dans les formules pédagogiques ou dans les animations futures, peut-être qu'on va avoir besoin des petites salles qui sont à côté. C'est toujours resituer, si vous voulez, un aménagement par rapport à son environnement, par rapport à cet écosystème d'espace dans lequel il s'inscrit. Et puis également, ce qui me semble important, c'est de se dire, toujours d'observer au départ, mais quels sont les flux, des usagers, comment ils se déplacent dans ces lieux-là. Et puis parfois, on va s'apercevoir qu'en fait, le flux principal, qui est marqué ici, il est là. Et donc, si on veut amener des personnes, comme je disais tout à l'heure, que ce soit les enseignants, que ce soit les étudiants à fréquenter ce lieu, eh bien, il faut aussi les situer dans leur espace vécu. Ça, ce sont des éléments importants qui vont permettre, je veux dire, quand on va raisonner ces espaces, à la fois de spécifier des besoins, alors où on va aller, bien sûr, questionner les étudiants, les enseignants, mais également l'ensemble des acteurs qui vont être impactés par cet réaménagement. Par exemple, il y a, en termes de besoins, il y a des besoins de sécurité, on ne peut pas les ignorer. Et puis aussi d'identifier les possibles, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire au regard des règles et des normes de pratique spatiale, des règles et des normes pédagogiques. Comment les technologies peuvent venir supporter, puis bien sûr, il y a la question du financement. Sans oublier les questions d'acceptabilité. Parfois, on veut faire, comme c'était montré dans le Rolex Learning Center, des bulles vitrées, mais on va s'apercevoir que pour certains publics, c'est pas acceptable d'avoir ces bulles vitrées parce que c'est pas suffisamment, par exemple, confidentiel. Mais ça peut également, pour les acteurs de la bibliothèque, se dire, ah oui, vous, usagers, vous voulez que, par exemple, on givre les vitres, mais nous, on va plus voir la lumière de l'extérieur, donc ça va nous gêner. Donc il y a tout un ensemble de démarches, de précautions à avoir sur la question de l'acceptabilité. Et puis, ce qui me semble important aussi, au départ, quand on fait le design, quand on pense à ce design, c'est de scénariser les usages potentiels, qui vont pouvoir se développer dans ces lieux. De façon à partir de là, définir conjointement entre les différents acteurs concernés, à la fois les valeurs et les principes directeurs pour les aménagements d'espace. C'est une affaire d'équipe, c'est une affaire de communauté qui, de là où chaque acteur va parler, va agir légitimement, va contribuer à la construction et à la reconfiguration. Et ces reconfigurations, c'est vrai qu'il est important de toujours avoir en tête, me semble-t-il, les formules pédagogiques. Par exemple, ici, c'est dans une même salle où 3 formules pédagogiques là ont été pensées, à la fois la classe autobus, à la fois les classes séminaires, excusez la qualité de la photo, je vais faire en séminaire, puis à la fois aussi ici un fonctionnement en îlot. La question, c'est en travaillant, en anticipant les scénarios d'usage, ça va permettre aussi d'entrer, de pouvoir prendre des bonnes décisions en termes de type de table, en termes de on fixe ou pas les tables, etc., etc. Et donc, ce sur quoi je voudrais terminer, c'est vous dire, quand on va penser cette reconfiguration, c'est donc partir à la fois des valeurs, des intentions pédagogiques, définir à quels effectifs ces salles vont pouvoir être destinées ou accueillir, comment la salle va fonctionner, l'ensemble des formules pédagogiques que l'on va pouvoir développer, quelles sont les natures des interactions pédagogiques que l'on souhaite développer, quelles sont les fonctions des technologies, les fonctions que l'on va attribuer aux technologies, sans oublier bien sûr les notions de climat et d'ambiance que l'on va vouloir développer. Et puis, quelque chose que je n'ai pas encore abordé, c'est ce qu'on appelle les services de proximité. Par service de proximité, c'est ce qui relève de fonctions physiologiques, je vais en prendre 2, à la fois la nourriture et les salles de bain ou toilettes. C'est-à-dire qu'on sait que pour certaines activités, par exemple d'apprentissage, les étudiants vont consommer plus de nutriments que d'autres activités. Et donc, c'est vrai que il y a des points, dans la valeur d'usage des lieux, eh bien, ces services de proximité sont importants. Juste un exemple pour expliquer les choses. Ici, vous avez une salle, imaginez que c'est une salle qui accueille 42 étudiants.
et un ou deux professeurs ou intervenants simultanément, qui a été fondée de la manière suivante. En gros, c'est une salle où il y a 7 tables de cette, enfin 6 tables de celle-ci, comme vous voyez ici, avec une télévision. Où vous avez ici devant vous, je veux dire, le podium pour le professeur, le chargé de cours, etc., avec un certain nombre d'éléments. Et puis, là, c'était pas tout à fait terminé, mais un vestiaire pour le rangement pour les étudiants, de façon à être à l'aise quand on rentre dans la salle, on pose ses vêtements, on s'installe, et on n'est pas pris par un certain nombre de choses. Il y a également un mur blanc pour la projection, mais c'est pas tout à fait ça qui m'intéresse de vous expliquer. Là, c'est juste pour vous montrer ce type de salle. Ce que je veux pour terminer, c'est dire, mais au fond, comment c'est pensé? Alors, l'idée, si vous voulez, c'est, on va y arriver, il y a aussi des murs givrés pour écrire, etc. Pourquoi y a-t-il tout ça? Au fond, pourquoi, je veux dire, ces choix ont-ils été faits? L'idée, si vous voulez, du travail là, c'est en reprenant le triangle, c'était de dire, mais en travaillant avec les futurs utilisateurs, quelles sont vos intentions pédagogiques? J'en ai listé tout un ensemble ici. Par exemple, développer la discussion travail d'équipe, faire en sorte que l'enseignant repère rapidement les équipes. Qu'il y ait suffisamment de dégagement d'espace pour que les étudiants se déplacent, pour qu'ils puissent passer d'un groupe à l'autre, parce que parfois on va les faire changer d'équipe, etc. Tout ça, ça s'est traduit par quoi? Ça s'est traduit par des tables ovales qui semblaient prendre en compte, je veux dire, à la fois la possibilité offerte par l'espace et l'attente d'accueillir 42 étudiants. Une codification couleur pour chaque table, un podium au centre pour, développer la symétrie, là plus loin symétrie d'interaction entre l'enseignant et les étudiants, de faire en sorte que les chaises et les tables soient à hauteur comptoir de façon à être dans des postures plus engageantes, je veux dire, où les tenues, par exemple, d'un point de vue ergonomique, les tenues dorsales sont beaucoup plus droites et beaucoup je veux dire proactive, qui a un vestiaire, un mur en verre aussi pour écrire, pour faciliter les choses. Donc l'idée, si vous voulez, c'est de partir de ces intentions et de la même manière, donc d'un point de vue pédagogique, comment le pédagogique se traduit sur du mobilier, puis également comment des intentions pédagogiques, par exemple, il y a la présentation de contenu, au fait que l'on cherche à faire en sorte que ce qui est produit par une équipe puisse être partagé par d'autres équipes, que l'on puisse annoter des documents, que l'on puisse projeter des objets, que l'on puisse également faire en sorte que tout ça soit facile. Eh bien, en fait, il y a une traduction technologique qui s'est faite à travers des projecteurs à chaque table, etc., etc. Donc, une démarche, somme toute, assez simple, qui amène, si vous voulez, à se dire, au fond, c'est pas des chaises à roulettes que l'on veut, on va pas partir de ce côté-là, on va se dire, on cherche à développer des formules pédagogiques, des modes pédagogiques dans des contextes et pour des publics particuliers. On est dans un système de contraintes, mais également de possibles, et en quoi et comment, à la fois mobilier et technologie, vont être des réponses à ces éléments. Pour terminer, je dirais que, à la fois, il s'agit de penser donc la conception de ces espaces dans, comment dirais-je, dans l'ensemble, des formules pédagogiques qui vont être développées. Ça suppose, bien sûr, qu'il y ait un travail qui soit organisé entre les différentes catégories d'acteurs, mais aussi de penser non pas un seul local par lui-même, mais de penser, l'évolution des locaux les uns par rapport aux autres. Et puis je terminerai également par ce transparent-là, cet acétate-là, en disant que ce qui me semble important aussi, l'heure où on en est rendu dans ces espaces-là, c'est de prendre le temps de documenter, c'est-à-dire d'analyser les pratiques pédagogiques dans ces nouveaux lieux, de façon à être réellement dans une dynamique d'amélioration continue de ces espaces dont on ne sait pas encore, quelles sont les formes réellement efficientes, mais dont on voit quand même que lorsque les choses sont pensées, souvent c'est quand même du bon sens, eh bien ça permet quand même aux étudiants de s'engager beaucoup plus facilement, à travers les formules pédagogiques qui sont, développées dans ces espaces-là, d'améliorer la compréhension, la réussite, et puis aussi, parmi les études que l'on fait par rapport à cette dimension-là, eh bien, ça semble avoir quand même un effet important sur les étudiants qui sont à risque parce qu'ils voient à travers ces modalités, ces reconfigurations, une autre façon d'apprendre, une autre façon
je veux dire, de s'engager dans l'apprentissage et surtout une façon qui leur permet d'être reconnus et dans lesquels ils se sentent en confiance et entre autres parce ils vivent une rupture par rapport à la classe autobus qui souvent les a mis en difficulté. Je vous remercie pour votre attention et excusez-moi de vous avoir pris 3 minutes de plus.